tous, alors aujourd'hui vidéo pour mes abonnés Patreon. À quel moment partir dans sa base autonome durable? Tout au long de cette vidéo, vous allez entendre des avions, car sans trafic aérien, les pilotes de l'armée de l'air s'en donnent à cœur joie depuis en fait plusieurs semaines. Et vous allez voir la porte derrière moi qui va faire beaucoup de bruit, car il y a un courant d'air que je ne peux pas fermer, car je fais un petit peu d'aération dans certaines pièces où les animaux n'auraient pas dû venir faire ce qu'ils ont fait. Bref, quand partir dans votre base autonome durable? Eh bien, en fait, l'idéal, évidemment, c'est d'y vivre à plein temps, de manière à ce que votre vie, le plus autonome possible, la plus résiliente possible, eh bien, finalement, ne change pas beaucoup en cas de coup dur, en cas de changement important. D'autant que si vous êtes domicilié dans votre base autonome durable, on peut imaginer certaines crises où les autorités, l'État, qui toujours avec ses doigts griffus et ses dents assoiffées de votre argent et de vos libertés, viennent vous dire, vous êtes assigné, la population est assignée à résidence dans son lieu de domicile et non pas dans sa maison secondaire. Si cela devait arriver en Suisse, ce qui me paraît fort peu probable, évidemment, je serais contraint de ne pas accepter cette décision. Mais heureusement, nous sommes un pays qui respecte encore un tout petit peu les libertés individuelles. Mais imaginez en France, l'État décide que tu es assigné, la population doit non seulement être confinée, mais rester à son domicile. Et on peut très bien imaginer, parce que visiblement ils ont que ça à faire, dans leur soif de pouvoir absolu, d'aller chercher des gens qui sont partis, on va parler comment et pourquoi, attendre dans leur base autonome durable et aller les prendre en leur disant non, non, toi, ton domicile, il est en centre-ville, il est à Paris ou dans un pavillon ou dans un HLM. Et la maison de campagne, elle n'est pas à toi, elle est au nom de ta grand-mère ou à un de tes amis ou quoi que ce soit. Et donc, tu dois y être. Alors, je vous dis tout de suite, si ce genre de choses devait arriver, le temps est donc venu de mettre en place certaines stratégies et certaines actions contre ce genre d'État. Mais on ne va pas aller plus loin là-dessus. On se ferait repérer. Cela dit, donc l'idéal, c'est d'habiter, donc il y a toutes sortes d'avantages à habiter à plein temps dans sa base autonome durable, qu'elle soit urbaine, loin des villes, proche des villes, dans les montagnes, au fond des océans ou sur mer, mobile, etc. Non, je plaisante, mais c'est vraiment le point essentiel. Mais je crois que voilà, on n'a pas besoin d'aller, j'ai pas besoin de parler 10 minutes sur ça. Alors ensuite, la question est donc, si vous n'êtes pas à plein temps dans votre base autonome, ce qui est le cas de beaucoup de gens, ce qui est aussi mon cas, puisque je n'y suis qu'à, on va dire, un tiers de mon temps, eh bien, parce que vous avez des obligations familiales, des obligations professionnelles, etc., eh bien, à ce moment-là, la question qui se pose, c'est quand une crise arrive, vous devez pouvoir partir à temps. Et là, le problème, c'est que la réalité, c'est que vous avez un très très gros risque de partir trop tard. Et le risque de partir trop tôt euh, peut aussi arriver. Je vais vous donner mon exemple, bien que ce soit une crise finalement qui n'est pas si grave, hein, celle-ci, celle que nous traversons. Je fais cette vidéo le 21, le 22 avril 2020. Moi, en fait, j'ai fait une évacuation un petit peu tôt. Nous avons cette base autonome durable, donc ma ferme, dans laquelle ma femme et mes enfants ont commencé à rester 2 semaines avant que les autorités suisses nous demandent d'être confinés, avec responsabilisation d'ailleurs. Ils ne nous obligent pas à rester chez nous, mais enfin, ils nous demandent de ne pas prendre de risques et donc de ne pas contribuer à transmettre ou d'attraper la maladie puis la transmettre plus tard. Bref, le virus. Donc, étant parti 2 semaines plus tôt, et voyant que finalement la crise n'arrivait pas encore de manière massive, eh bien j'ai pris le risque de faire des allers-retours. Ceux qui me suivent le savent, j'ai fait 3 ou 4 allers-retours, et même, d'ailleurs j'en ai même fait un en supplémentaire après le confinement. Alors, à ma décharge, j'ai compris, et vous le savez puisqu'on en a parlé ici, j'ai compris que cette crise, à partir du moment où n'était pas gravissime, c'est-à-dire que vous n'étiez pas exposé au virus simplement par le fait de respirer l'air ambiant,
bien sûr, on le sait, on le savait déjà en février et tout ça. Donc, évidemment, rentrer dans ma voiture, rentrer à Genève, en ville, aller dans mon parking, faire attention en appuyant sur les boutons d'ascenseur, éventuellement aller dans un magasin avec un masque ou quoi, prendre deux, trois victuailles, deux, trois objets, deux, trois du matériel que j'avais laissé dans notre appartement habituel en ville, et revenir ne comporte aucun risque, bien sûr, parce que j'ai évalué la crise étant comme étant l'une qui n'est pas si grave. Mais disons que ça c'est le risque de partir tôt, parce que si la crise s'était accélérée, ou si pendant la nuit, sans le dire à personne, je sais pas, le gouvernement a décidé que l'armée coupe les routes et assigne tout le monde à résidence, à ce moment-là, j'aurais pu me retrouver séparé de ma famille, et donc moi à Genève et la famille à la ferme, avec des problématiques de logistique, mais aussi de sécurité, de toutes sortes de problèmes qui se mettent en place. Et de communication éventuellement, etc. Donc c'était pas une bonne idée, mais j'ai assumé que le risque était acceptable et je l'ai fait. Mais d'un point de vue stricto sensu, si on veut être orthodoxe avec l'idée qu'il faut partir un peu tôt, j'aurais pas dû faire ces allers-retours. Voilà. Maintenant, le cas extrême inverse, c'est de partir tard et qu'on bloque votre accès, on bloque les routes, ou que les embouteillages ou les violences font qu'on ne peut plus physiquement quitter, ou alors en prenant des risques vraiment très très grands pour votre sécurité. Et ça, c'est plus tard. Et puis, il y a aussi le risque du fait de devoir partir immédiatement. Et l'exemple que l'on mentionne, que l'on note dans NRBC, c'est l'attaque nucléaire. Alors on va, contrairement au virus, on l'a vu venir sur plusieurs semaines, presque un mois, plus d'un mois, une attaque nucléaire, alors il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure où il y a des tensions entre différentes puissances qui amènent à des situations de guerre ou de guerre imminente. Et à ce moment-là, effectivement, vous avez un avertissement, vous avez un temps, bon, je vais l'ouvrir cette fenêtre, elle m'énerve, vous avez un temps de latence qui vous permet de partir suffisamment tôt. Mais il y a aussi le scénario où c'est une attaque surprise. Et une attaque surprise nucléaire, si l'État repère l'attaque et si les systèmes de surveillance et d'alerte se mettent en marche, par des sirènes, notamment en Suisse, vous avez au mieux quoi 10 minutes entre le moment où l'attaque est les missiles ou les bombardiers sont repérés, s'ils sont repérés, entre le moment où l'État décide oh putain c'est une attaque, on donne l'alerte, et s'ils veulent bien donner l'alerte à la population, parce que c'est pas sûr hein, qui s'occupe de vous, eh bien vous avez quoi? Ça va vite hein, les missiles de nos jours. Vous avez au mieux un quart d'heure, peut-être 5 à 10 minutes. Et donc à ce moment-là, je dis pas que vous êtes sur la cible, hein, parce qu'évidemment, si vous savez que vous êtes dans un lieu qui est proche d'une cible d'une attaque nucléaire et qu'il y a une alarme nucléaire qui se met en marche, vous n'évacuez pas, vous allez à la cave le plus profond possible, vous allez dans les abris s'il y en a, avec le maximum de matériel et de nourriture que vous pouvez porter, et vous restez là, et vous attendez une semaine ou deux que ça se calme, mais vous ne pouvez pas rentrer sur votre voiture, aller sur le périphérique, prendre l'autoroute et rouler alors que les missiles tombent sur les centrales logistiques, éventuellement sur les centres-villes, sur les aéroports, sur les axes de communication. Non, ça c'est le cas extrême, vous n'avez pas le temps. Et donc il est très important, et c'est dans ce contexte d'évacuation que les points de relais, les refuges éventuellement sur le chemin ont leur sens. Ça c'est ma vidéo précédente. Et puis, il y a une ou deux vidéos précédentes. Et puis, il y a effectivement la problématique de partir trop tard et de rester coincé, comme je l'ai mentionné. Et là, et c'est quelque chose, c'est une stratégie que j'ai pour ma part, outre le fait d'avoir des stratégies d'évacuation diverses par différents endroits et différents moyens pour arriver en cachette si c'est nécessaire, de passer outre les contrôles de police et de l'armée, de s'exfiltrer soi-même ou des choses comme ça. Ça, ce sont des stratégies dont on parlera peut-être plus tard, mais auxquelles j'ai prêté attention et que certaines
j'ai préparé pour une mise en exécution si c'est nécessaire. Ça veut dire du matériel, ça veut dire des compétences, etc. Mais on imagine également le fait de devoir partir avec ou devoir rester en fait, de ne pas pouvoir partir et donc devoir rester. Donc il y a toujours le moyen, alors c'est-à-dire par exemple celui qui a un petit appartement en ville et qui sa stratégie est d'aller chez sa grand-mère dans la maison de la ferme ou la maison de la grand-mère qui a été équipée en base autonome durable. L'idée c'est aussi d'avoir un tout petit peu de réserve de bouffe et d'eau, etc. dans le petit appartement au cas où on est coincé. Donc évidemment ça multiplie la problématique. Donc on en revient au fait que c'est mieux, c'est plus économe et c'est plus rationnel de tout mettre dans sa base autonome durable, avec éventuellement aussi une fuite. Hein. Je rappelle qu'on doit pouvoir fuir n'importe quel endroit, y compris sa base autonome durable. On doit même pouvoir fuir les points de fuite, si vous voyez ce que je veux dire. Et ils sont là-haut. Ils font toujours le même tour tous les jours. Deux F-18 de l'armée suisse. Je pense qu'ils viennent de Sion et ils font le tour sur les montagnes. Et ils surveillent. Je ne sais pas ce qu'ils surveillent, mais ils surveillent. Si quelqu'un est sorti sans un masque, non, en Suisse, on peut sortir sans masque, il n'y a pas de problème. Et on nous demande si c'est possible de mettre un masque, mais c'est pas obligatoire et on peut sortir. Bref, où en étais-je? Donc voilà l'idée évidemment de vivre dans sa base autonome durable est bien sûr la meilleure idée. Voilà. Ne pas partir trop tôt parce que vous allez faire des conneries, vous allez vous demander mais pourquoi il se passe rien. Et si vous partez trop tard, bah, c'est peut-être trop tard et à ce moment-là, prévoir aussi le coup de tenir là où vous êtes. Et voilà, ça on en parle dans Rue Barbare, comment évacuer. Encore quelques jours et les livres seront disponibles. Dès que le confinement est fini, ils seront en librairie et sur Amazon. Mais en attendant, dans quelques jours, vous allez voir tous mes livres vont pouvoir être commandés en ligne sur un nouveau site, ce qui vous permettra de passer commande et de les recevoir par la poste assez vite. Voilà, je vous remercie comme toujours. Vous savez, c'est depuis que j'ai démarré ce Patreon, je suis beaucoup plus motivé et c'est pas que le fait que vous me donnez un petit euro ou 2 ou 5 euros par mois, mais ça montre aussi des discussions beaucoup plus intéressantes et respectueuses que sur les commentaires YouTube que je vais probablement bientôt complètement supprimer. Et donc c'est vraiment sympa. Donc je vous remercie d'être là. Et en fait, vous avez remarqué, il y a des vidéos qui sont sur Patreon et quelques mois plus tard, je les mets en public parce que voilà, il me semble qu'elles sont d'utilité pour d'autres. Mais je le fais de moins en moins parce que les gens, ils ont qu'à venir sur Patreon, c'est quand même plus sympa et les questions sont plus intéressantes. Il n'y a pas de trolls, il n'y a pas de commentaires débiles de gens qui sont là juste pour l'amusement. Si la petite crise que l'on traverse en ce moment, qui sera peut-être le prémisse et qui sera probablement, et qui est en tout cas une marche vers la grosse crise, la très grande dépression qui arrive, l'effondrement, ben, s'ils trouvent que c'est toujours rigolo, et ben, au bout d'un moment, il faut les lâcher, quoi. C'est un peu comme toi, tu es sur ton navire qui coule, toi tu montes sur la chaloupe de sauvetage, et les types se moquent, ils disent ah ah, une chaloupe de sauvetage. Il y a un moment, juste avant de donner les coups de rame, il y a un moment où tu les ignores. Donc tu décroches les trucs et tu te mets à flot et tu commences à t'éloigner de la carcasse du navire qui tombe. Hein. Et voilà, alors personnellement, je ne donne pas de coup de rame, mais j'ai des harpons automatiques. À très bientôt. Ciao.